l'actu météo. Revoir le bulletin du jour. Une seule adresse, alpes.france3.fr. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20, avec dans les Alpes une édition consacrée aux répercussions des attentats parisiens dans notre région. 668 perquisitions ont eu lieu cette nuit sur l'ensemble du territoire. En Isère, une quinzaine de lieux ont été perquisitionnés dans l'agglomération grenobloise. Et puis le rétablissement des contrôles aux frontières, une conséquence des attentats et de l'état d'urgence décrété. Matinée de cauchemar pour les automobilistes qui empruntaient les routes transfrontalières. Nous irons à Bardonnex, à la frontière suisse. Journée de deuil national et de recueillement pour des citoyens lambda de nos 3 départements. Minute de silence marseillaise, discours de la Haute-Savoie à l'Isère en passant par la Savoie. Nous verrons quels ont été les principaux rassemblements dans les capitales des Alpes. Vous avez compris que les images ont été inversées sur ces 2 titres. Juste après ce journal des Alpes, Carole Guesselet vous présentera l'édition nationale, en grande partie consacrée aux attentats, avec là aussi l'hommage aux victimes des attentats dans toute la France. Et puis le discours de François Hollande devant le Congrès réuni à Versailles. Le chef de l'État veut réviser la Constitution pour agir contre le terrorisme de guerre. Il annonce aussi un renforcement des moyens policiers et judiciaires. La COP21 sera maintenue. Les premières opérations antiterroristes ont donc été déclenchées cette nuit sur le territoire français. En Isère, les forces de l'ordre sont intervenues à Grenoble, Saint-Martin-d'Air, Fontaine et Échirolles. 6 personnes ont été interpellées et plusieurs armes à feu saisies. Frédéric Lefrançois, Didier Albrand. C'est vers 1h du matin qu'une série de perquisitions administratives et d'interpellations décidées par le préfet a eu lieu sur Grenoble et son agglomération. 6 personnes âgées de 29 à 55 ans ont été arrêtées, 6 sur les 14 initialement visées. Il s'agit d'individus pour la plupart connus des services de police et de justice et susceptibles d'apporter un soutien logistique ou financiers à des activités terroristes. Il s'agit pour nous, en priorité, de découvrir des armes, en général utilisées par les délinquants de droit commun, mais susceptibles d'être utilisées par des terroristes. Ces individus, et j'insiste là-dessus, n'ont pas de rapport avec les attentats parisiens. Au cours de cette opération, les forces de l'ordre ont saisi 100 grammes de résine de cannabis, 35 grammes de cocaïne, 28 000 € en liquide, mais aussi quelques armes. 5 armes de poing ont été découvertes. 2 pistolets automatiques Colt 45, un revolver 357 Magnum, un pistolet automatique 9 mm, un pistolet à grenaille modifié, une Kalachnikov AK-47 sommairement neutralisée a également été saisie. Quand je dis sommairement neutralisée, cela signifie qu'elle peut être facilement remilitarisée et utilisée. Sur les 6 personnes interpellées, 4 seront présentées dès demain en comparution immédiate pour détention d'armes de catégorie B et infraction à la législation sur les stupéfiants. Des perquisitions lancées donc cette nuit dans toutes les grandes agglomérations du pays. Elles ont mobilisé 1400 policiers et abouti à 23 interpellations et la saisie d'une trentaine d'armes au total. Des interventions rendues possibles grâce au décret de l'état d'urgence et de la prévention, comme le précisait ce matin Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. On l'écoute. Les policiers et les gendarmes, avec l'appui de nos services de renseignement au niveau central et territorial, ont procédé à 168 perquisitions administratives au domicile d'individus suspects à différents titres. Au-delà des saisies et des interpellations, ces perquisitions nous permettent d'accélérer, et c'est là important et essentiel, nos investigations sur les objectifs radicalisés et de nourrir les informations dont nous disposons. L'état d'urgence prend ainsi sa pleine et entière efficacité. Depuis ce vendredi noir, les citoyens de nos 3 départements rendent hommage aux victimes des attentats de Paris, manifestations silencieuses, déposes de bougies et autres rassemblements. C'est encore le cas ce soir à Annecy, notamment devant l'hôtel de ville où vous vous trouvez, Marion Feutry, avec Maxime Kemener. Et il y a du monde autour de vous.
Bien là, ça s'est un petit peu vidé, mais je peux vous dire que les Annéciens ont été très nombreux tout à l'heure à 18h à se réunir ici, environ 400 personnes. C'est le premier rassemblement à Annecy depuis les événements. Il faut savoir qu'en Haute-Savoie, la préfecture avait demandé de ne pas se rassembler pendant au moins 3 jours dans un souci de sécurité. Si la plupart des personnes ici comprenaient la décision des autorités, beaucoup m'ont dit avoir besoin de se réunir quand même ce soir, de venir déposer une bougie, une fleur ou un message en hommage aux victimes des attentats. Parmi les messages, on a pu lire des choses comme « Même pas peur »,« Soutien aux victimes » ou encore « Je suis Charlie ». Certaines personnes ici ont perdu des amis dans les attentats, d'autres ont tout simplement été choquées, bouleversées par ce drame. Ça a été un moment de recueillement qui s'est déroulé dans un profond silence, silence qui a toutefois été rompu à un moment donné lorsque la foule s'est mise à chanter spontanément la Marseillaise, avec une émotion encore très présente ce soir à Annecy. Merci Marion Feutry en direct d'Annecy. Et à midi déjà un peu partout dans nos 3 départements, salariés, étudiants, élèves et autres citoyens solidaires ont respecté une minute de silence, souvent sur leur lieu de travail. À Grenoble, les agents des services publics ont respecté un temps de recueillement. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées, place de Verdun, devant la préfecture. Les Chambériens, eux, ont partagé ce moment sur la place des éléphants. Jean-Christophe Solari et Grégory Lespinasse. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants, nous disait Jean Cocteau. Sachons accueillir, dans le silence, chacune des 129 victimes. Place de Verdun, ce matin, le recueillement et les pensées profondes pour les victimes des attentats et la Marseillaise comme un chant de résistance. Le jour de gloire est arrivé. Sur les visages, la tristesse, les questions, mais la dignité aussi, en résonance avec celle des familles des victimes. Soyons à la hauteur de cette dignité, c'est-à-dire dans la proximité, dans la retenue, dans la communauté de pensée. C'est ce que nous voulions vivre ensemble ici, agents qui servons l'État, et ça donne du sens à notre travail. C'est ce que nous voulions vivre ensemble et nous étions nombreux et j'en suis heureux. D'une façon ou d'une autre, on est tous atteints. Mais on est là, au travail et on est là. À Chambéry, les passants se sont regroupés place des éléphants pour observer cette minute de silence. Des messages, des dessins parmi les bougies et quand sonne midi, des pensées unies vers Paris. Ça me rassure, ça me conforte dans le fait qu'on est une vraie république et qu'on est libre de tous nos mouvements aujourd'hui et qu'on choisit volontairement de venir. C'est important d'être libre. Ça fait vraiment chaud au cœur et c'est là qu'on a vraiment l'impression de faire partie d'un grand ensemble qu'on appelle la France, tout simplement. Des citoyens dont la voix est étranglée par l'émotion, mais des citoyens déterminés à ne pas trembler face à la barbarie. Et au total, ce sont bien des milliers d'Alpins qui se sont recueillis en hommage aux familles des victimes aujourd'hui. Des manifestations silencieuses et des tweets tendres, touchants, tristes ou plus optimistes. Je vous invite à en prendre connaissance sur notre site internet alpes.france3.fr. Après l'hommage rendu hier à Mathieu Giroud à Jarry, sa ville natale en Isère, un rassemblement à sa mémoire s'est déroulé aujourd'hui à Marne-la-Vallée, dans la région parisienne, où il enseignait la géographie. Enseignants et étudiants lui ont rendu hommage à lui et à Nicolas Classo, un de ses collègues, décédé lui aussi lors des attentats. Écoutez ces témoignages au micro de Florence Mathieu. Je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à mettre des mots sur ce qui s'est passé. On n'en est pas encore au stade où on cherche des explications, on essaye juste d'admettre qu'on ne les verra pas, qu'on va vider leurs bureaux, on va vider leurs affaires. Je ne sais pas dans quelles conditions on pourra les remplacer pendant les cours. Qu'est-ce qu'on va dire aux étudiants qui les avaient toutes les semaines? Mathieu, il aimait le rock, la musique, le foot, la BD. Il était très ouvert, très bienveillant avec tout le monde. Et au-delà de ça, même dans son chant, je trouve que c'est quelqu'un qui travaillait sur les villes, sur Grenoble et Bordeaux, Grenoble et Lisbonne, pardon. Et il le transmettait aux étudiants et toujours avec la même bienveillance. Je savais qu'un professeur de l'université, enfin, en tout cas, je savais qu'un professeur de l'université on recherchait, mais j'avais pas compris qui c'était, enfin je savais pas trop. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, quand j'ai vu apparaître sa photo, je me suis dit c'est pas possible, pas lui quoi. Enfin,
Conséquence de ces attentats, la préfecture de l'Isère a appelé les habitants du département à la vigilance en annonçant des mesures de sécurité renforcées, notamment sur la voie publique. Hormis quelques patrouilles, le déploiement du dispositif n'est guère visible à Grenoble. La préfecture ne divulgue pas plutôt le nombre d'hommes mobilisés. Et les magasins et surtout les grandes enseignes ont instauré un contrôle des sacs aux entrées. Xavier Schmitt, Christelle Nicolas. Ok. Parfait. Contrôle des sacs les plus volumineux. Les agents de sécurité sont postés aux entrées de Grand Place, le plus vaste centre commercial de l'Isère. 125 magasins, 20 000 à 50 000 clients par jour selon les périodes. Les patrouilles de police ont été également étoffées dans le cadre du plan Vigipirate. On a renforcé davantage et surtout nous avons restreint certains accès qui faisaient peut-être défaut en surveillance. Donc nous avons rendu le centre le plus hermétique possible, notamment au flux de marchandises, tout en laissant un confort d'accueil pour nos clients et qu'ils soient également rassurés. Voilà, ça rassure certaines personnes, mais après il ne faut pas se dire que voilà, on est plus ou moins en sécurité. Dans le centre-ville de Grenoble, la journée semble presque ordinaire avec les préparatifs du marché de Noël. Mais là aussi, les grandes enseignes commerciales ont instauré un contrôle à l'entrée. Madame, à l'entrée de ce magasin, votre sac va être fouillé. Alors qu'est-ce qu'on pensait de cette mesure? C'est très bien. Ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire, ça rassure. Devant la gare, comme dans les rues, aucune présence visible de policiers ou de militaires. Mais l'annonce des mesures de sécurité est bien accueillie par les personnes interrogées. Je trouve que c'est une bonne chose en fait, puisque ça va permettre en fait un peu plus de sécurité pour les personnes usagées. Vous avez vu des militaires ou des policiers patrouiller aux abords de la gare? Non, pas encore, mais je sais qu'il y a des amis qui étaient à Vars, militaires, qui ont dû partir dans la nuit de l'attentat et qui sont sur les lieux actuellement pendant 3 semaines. Avec l'instauration de l'état d'urgence, le préfet peut durcir les mesures de sécurité en fonction des circonstances et de l'évolution de la menace. Ce matin, c'était aussi le retour en classe des élèves et des professeurs. Dès l'entrée en cours, les enfants ont pu exprimer leurs sentiments après les attentats de Paris. Depuis Charlie Hebdo, l'Éducation nationale a mis en place un protocole pour organiser les échanges. Reportage aux Colettes des Balmettes à Annecy, en Haute-Savoie. Céline Aubert et Nathalie Rapuc. Est-ce que vous avez besoin d'un petit échange? Oui. Vous en avez parlé avec vos familles? Oui. Dans le cocon de l'école, expliquer l'inexplicable, mettre des mots sur l'horreur, des mots d'enfant et une lucidité surprenante. Si on a peur, pour eux, le coup est réussi. Mais si on reste soudés, qu'on n'a pas peur, ils ont loupé leur coup et ils vont continuer à essayer. Dans ce collège d'Annecy et dans ce groupe de 5e notamment, les enfants sont de classes sociales et de religions différentes. 2 jours après les attentats de Paris, tous ici ont bien conscience que désormais, les terroristes s'attaquent à tout le monde, sans distinction. Ils n'ont pas la même religion que nous. Ils la mettent sous forme de guerre, en fait, la religion musulmane, et moi, j'accepte pas. J'ai carrément peur de sortir de chez moi, en fait. Pour moi, c'est pas des musulmans. Parce que dans le Coran, Allah, il a jamais dit de tuer. Justement, il dit de faire la paix, pas de tuer. Pour les élèves et pour les professeurs, le retour en classe a été difficile. Comme un goût de déjà-vu, mais cette fois, l'Éducation nationale a réagi très vite. Dès dimanche, un protocole a été mis en place pour organiser le dialogue. C'est sûr qu'après Charlie, on va dire qu'il y a eu des réactions auxquelles on ne s'attendait pas et surtout des réponses qu'on ne savait pas donner. Surtout parce que la minute de silence, elle n'avait pas été préparée, je pense. Et quand on a des élèves qui disent bon, on la fait pas, ou qui rigolent, on ne sait pas trop comment réagir. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'on a des outils pour répondre à ces questions-là. Et puis, il faut dire aussi que les événements ne sont pas les mêmes que ceux de Charlie Hebdo. En janvier, au collège des Balmettes, un élève avait eu une mauvaise réaction pendant la minute de silence. Mais aujourd'hui, tous se sont recueillis. Dans les jours à venir, les échanges vont se poursuivre autour de la laïcité. D'autres thèmes vont être abordés. La notion de guerre, par exemple. Mais aussi comment faire le tri parmi les nombreuses informations qui nous parviennent. Se méfier notamment des rumeurs sur Internet. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons Dominique Fils. Vous êtes inspectrice d'académie de l'Isère. Première question sur ce protocole dont on vient de parler. Il est né après les attentats de Charlie. Alors ces grandes lignes sont quoi? Ce sont des clés pour les professeurs? Oui.
Après les attentats de Charlie, le ministère s'était engagé à faire un gros travail sur les valeurs de la République. Il y a eu des assises organisées dans tous les départements de France, à des échelles territoriales, qui a permis de rassembler un peu tous les partenaires de l'école, les familles, autour de ces questions-là. Et puis, il y a l'éducation morale et civique qui est arrivée, avec beaucoup de formations sur ces questions-là. Du coup, on a développé et rassemblé davantage d'outils pédagogiques pour faire face, pour expliquer les valeurs de la République et pour faire face aussi aux nouveaux programmes d'éducation morale et civique, ce qui a pu nous être très utile pour l'organisation de cette journée aujourd'hui. Donc apparemment, ça a été efficace, si on peut constater la différence du travail qui a été fait par les professeurs après Charlie, alors qu'ils n'étaient pas formés. Et aujourd'hui, c'est vraiment plus efficace ? Ou il y a encore à creuser ? C'est absolument efficace, mais ça tient aussi à l'engagement de l'ensemble des personnels, les chefs d'établissement, les directeurs d'école et les enseignants qui ont fait un travail remarquable aujourd'hui. Et je crois qu'il faut les en remercier très largement. Ce temps de recueillement que l'on doit aux familles des victimes, qui est un temps où on exprime toute l'émotion et toute l'horreur qu'on a ressentie individuellement, collectivement, à la vue des images. Tout cela doit être repris, doit être précisé et doit être discuté et débattu en classe. Et il ne peut pas y avoir de minute de silence s'il n'y a pas ce temps d'échange et de reprise avec les enseignants. Et alors, cas de figure, il a été évoqué également, un enfant refuse la minute de silence ou n'est pas d'accord ou sort des propos qui ne sont pas la pensée dominante du moment, enfin le propos du moment. Comment agissent les professeurs ? Comment ça se passe pour cet enfant précis ? Je crois que l'important, c'est de toujours s'en référer à notre mission éducative et d'avoir un échange, je dirais, éducatif et pédagogique avec l'élève, au besoin avec sa famille et au besoin d'aller plus loin vers un signalement aux autorités si on considère que la situation le nécessite. Mais on a affaire à des jeunes, parfois des très jeunes, et il faut d'abord assurer nos missions éducatives et créer ces conditions d'un échange et donner des clés de compréhension que n'ont pas toujours les élèves pour faire face à la situation. Pour les enfants, c'est souvent l'entente d'un double langage, la parole des professeurs, la parole de leurs parents. Ça, c'est quelque chose qui est évoqué aussi dans les écoles par les professeurs. Comment on gère cette situation ? Je crois que ce qui était important ce matin, c'est de recueillir toutes les paroles des enfants et ce qu'ils ont entendu, évidemment, dans leur entourage immédiat de la famille, mais aussi dans le quartier parfois. De recueillir ces paroles et de les remettre en référence avec les valeurs qui fondent la République. Les valeurs de tolérance, d'humanité et le bien vivre ensemble. Donc c'est comment on fait pour essayer de rassembler autour des valeurs qui sont importantes pour la République française. Alors dans un premier temps aujourd'hui, on écoute les enfants, on les laisse parler, on les laisse s'exprimer, dire ce qu'ils ont à dire. On va continuer dans la semaine pour... c'est pas seulement un jour, c'est plusieurs jours qui vont être accompagnés dans cette tragédie. Dans le protocole qui a été diffusé aux équipes et qui était évoqué dans votre reportage, dès samedi soir, à partir de samedi soir, on a complété dimanche, on a demandé à ce que soit mis en place, on a libéré tous les enseignants de toutes les obligations qu'ils avaient en dehors, je dirais, de leur présence dans l'établissement, de façon à pouvoir répondre dans les établissements à toutes les questions qui se posaient. Alors, le travail autour de ces valeurs n'est pas un travail isolé. Il y a une journée laïcité qui était organisée, par exemple, dans l'académie dans les semaines à venir. Donc on était bien sur un engagement à long terme. Il y aura peut-être une concentration un peu plus importante d'action cette semaine, mais voilà. Merci, donc à suivre. Merci Dominique Fize, inspectrice d'académie de l'Isère. Autres voix qui se sont manifestées après ces attentats meurtriers, celles des principaux représentants religieux, très attendues, celle de la communauté musulmane. Nicolas Elandaloussi et Anne Floyard ont recueilli pour nous la parole d'Abdenasser Zitouni, l'imam du Centre culturel musulman de Grenoble. On l'écoute. Je suis consterné. Je ne sais plus quoi dire. Dieu n'a jamais donné de telles directives. Ces gens-là, pour la plupart, ne connaissent même pas l'islam. Parmi eux, il y en a aussi qui ne font même pas la prière. Donc, faire ça au nom de l'islam, c'est en pleine, méconnaissance de cette religion. Le gouvernement envisage de faire un tri chez les imams, passez-moi l'expression. Vous approuvez ? Oui, tout à fait. Moi, j'approuve.
J'approuve qu'on fasse un tri, parce que nous avons un dialogue qui est connu de tout le monde et d'autres ont d'autres dialogues. D'ailleurs, moi-même, j'ai été interpellé par ces personnes-là qui m'ont demandé de laisser la place d'imam parce que j'étais incompétent, que je disais tout et n'importe quoi. Beaucoup de jeunes sont attirés par l'islam radical. Est-ce que vous avez un message pour eux? Ceux qui, malheureusement, voudraient prendre ce chemin, je leur dis qu'il est très mauvais ce chemin, que ce n'est pas celui-ci qu'il faut prendre et que ce n'est pas ça l'islam qui a été enseigné par le prophète. L'autre action immédiate du chef de l'État, c'est le renfort du contrôle aux frontières. En Haute-Savoie, ils ont provoqué d'importants bouchons sur les routes à la frontière suisse, notamment au niveau de la douane de Bardonnay, où transitent quotidiennement des milliers de travailleurs frontaliers. Marion Feutry et Maxime Kemener. 7h30, déjà 5 km de bouchons avant la frontière franco-suisse. C'est la conséquence des contrôles routiers renforcés à la douane de Bardonnay. Généralement préparés, les frontaliers prennent leur mal en patience. C'est normal, on le savait. C'est pour ça que ce matin, je me suis levée très tôt pour être là au plus tôt, mais j'ai quand même été prise dans un embouteillage terrible, 1h30 d'attente. Enfin, il fallait passer la douane de bonne heure, hein, parce qu'autrement, il faut attendre vraiment longtemps. Mais bon, c'est pour la bonne cause, je pense. Je rentre de vacances à Alain ce matin, là, donc je n'étais pas trop au courant qu'il y avait tant de contrôle que ça. Donc voilà, on part un petit peu à l'heure, on arrivera un petit peu plus tard, et puis voilà, c'est comme ça. Hein. À l'entrée comme à la sortie du territoire, carte d'identité, papier du véhicule et dans certains cas, vérification du chargement. Des opérations de contrôle menées par les douaniers et les gendarmes français avec l'appui des gardes frontières suisses. Et nous collaborons déjà au quotidien dans des cas de crise comme ceux qu'on a vécu ces quelques jours passés. On montrait à quel point il était important pour nous déjà d'être dans l'espace Schengen, de changer ces informations à la vitesse d'un interrupteur. Ça fonctionne très bien, on ne se pose plus la question. Les informations fusent des deux côtés et tout ceci à la vitesse d'un interrupteur. Comme ici, 30 points frontaliers sont placés sous haute surveillance en Haute-Savoie. Pendant toute la durée de l'état d'urgence, les autorités recommandent aux frontaliers de prévoir plus de temps pour leur déplacement. La Suisse et l'Italie, nos deux pays frontaliers, ont donc eux aussi marqué leur soutien à la France dans cette épreuve traumatisante. Bonsoir Fabrice Liégard. Bonsoir Daniel. Alors comment nos voisins alpins ont-ils réagi à ces attentats et en tout premier lieu les Italiens ? Oui, alors d'abord, chez nos voisins, globalement, le ton oscille entre hommage aux victimes et solidarité de rigueur. Évidemment, solidarité entre sœurs latines avec l'Italie, vous l'avez dit. Regardez, c'était ce midi sur la place du Municipio, devant la mairie de Turin. Et écoutez bien aussi, car cette musique que vous entendez, eh bien, vous la reconnaissez évidemment, c'est la Marseillaise, bien sûr, jouée là en présence de Piero Fassino, le maire de Turin, et de dizaines de Turinois, des Turinois qui s'étaient également largement rassemblés tout le week-end sur différentes places de la ville. Un conseil municipal extraordinaire consacré aux attentats de Paris, à ses répercussions sur la capitale du Piémont, doit avoir lieu ce soir d'ailleurs dans la salle La Rossa, la salle du conseil. Pas de Marseillaise, mais du bleu, blanc, rouge sur un autre hôtel de ville, c'est à Aoste, un hôtel de ville d'Aoste devant lequel s'est déroulée hier soir une manifestation de soutien aux victimes également. Il faut dire que la communauté valdôtaine de Paris est encore très nombreuse, d'où la forte mobilisation de la population. Bleu, blanc, rouge, donc, au lieu du vert, blanc, rouge traditionnel du drapeau italien, et y compris, on le voit, sur l'Arco di Augusto, c'est l'Arc de Triomphe d'Aoste, encore un point de similitude avec la capitale de la France. Notez que les journaux italiens affichaient tous aujourd'hui le portrait de cette jeune femme, vous allez la voir, elle s'appelle Valeria Solesine, c'est la victime italienne de ces attentats parisiens, c'est dans la salle de concert du Bataclan que cette jeune étudiante de 28 ans a été prise par la mort, mais elle était également bénévole, tous les journaux italiens le soulignent, bénévole à Paris pour différentes associations. L'une d'entre elles d'ailleurs se portait au secours des clochards de Paris. On passe côté Suisse, Fabrice. Comment la population a-t-elle réagi à ces attentats ? Eh bien, on a réagi à la Suisse, je serais tenté de vous dire, très sobrement, beaucoup plus qu'en Italie, mais avec des contrôles renforcés aux frontières, on l'a vu, et aussi une sécurisation maximale de toutes les institutions françaises présentes en Suisse, que ce soit les consulats ou ambassades. Mais vous allez le voir, les Suisses veulent
aussi être solidaires avec ces images de ce jet d'eau géant, le symbole de Genève, lui aussi en bleu, blanc, rouge. La Suisse est en pensée avec la France, a déclaré d'ailleurs de Berne la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga. Alors plus près de nous, à Lausanne et Genève, eh bien, les TGV pour Paris, c'est à noter, sont restés vides ou quasiment vides tout le week-end. Les Suisses sont nombreux pourtant à se rendre d'habitude en fin de semaine dans la capitale française, mais là, les attentats ont fait leur œuvre. Et la peur des attentats plutôt a fait son œuvre. Je vous propose d'ailleurs d'entendre la réaction d'un passager 6 qui, lui, a choisi de résister. Écoutez. Je ne vais pas hésiter, parce que bon, si on s'arrête, on donne bonne raison à ces gens-là, c'est tout. Donc il faut continuer à essayer de vivre normalement en faisant attention, et en espérant qu'en Suisse, on n'ait pas la même chose un jour. Voilà, et puis je finirai avec ce titre du Matin de Lausanne, le journal bien connu des Lausannois, qui titrait aujourd'hui « La presse suisse prône la résistance. Nous sommes réellement en guerre au-delà de nos frontières ». Merci Fabrice Liégard. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les conséquences et les réactions dans nos Alpes à ces attentats meurtriers. Dans quelques instants, édition spéciale consacrée à ces attentats, bien sûr. Et puis pour refermer ce journal des Alpes, je vous propose un retour en images sur les moments forts de ces hommages rendus aux 4 coins de nos 3 départements. Bonne soirée à tous et à demain.